Bonsoir à tous. Moi, j'adore avoir un micro et parler pendant des heures, mais je vais vous épargner cette offense. Ce deuxième French Tech Talk aujourd'hui, toujours un peu dans la ligne du premier, qui est de questionner l'évolution du monde du travail. Et ce soir, on va parler, est-ce que demain on sera tous freelance? Le sujet est un peu plus complexe que ça. Il ne s'agit pas juste de multitasking et de patron, je ne sais pas comment le dire. L'idée, c'est donc de voir un petit peu comment cette évolution du marché du travail, que je crois on a tous vu, vécu, senti en tant que client, en tant que prestataire, est-ce qu'on est face à un vrai changement de paradigme où demain, on aura plusieurs boulots, plusieurs patrons, plusieurs contrats et plein de choses à faire en même temps. Moi, c'est quelque chose que je fais déjà depuis quelques années, donc bon, je pourrais en parler, mais je vais la fermer. Je vais surtout passer la parole à Jérôme, grâce à qui nous sommes là, car c'est Jérôme qui nous invite ici. Jérôme est le patron de The Talent Club, dont Between Technology est l'une des entités. Et Jérôme sur ce sujet, a un positionnement très clair sur la talent economy en termes de représentation de talent, c'est-à-dire qu'il dit, mais il le dira mieux que moi, qu'aujourd'hui, les gens qui s'occupent de recrutement ne sont plus des recruteurs, mais des agents de talent. Et donc, il va vous en parler mieux que moi. Je vous souhaite une bonne soirée et je ferai un peu l'intermède et les questions, tout ça. Mais voilà, je passe la parole à Jérôme. Merci. Buenas tardes a todos y todas. J'espère que vous allez bien. In French. Imaginez une seconde que je suis un consultant et vous êtes un candidat. Donc typiquement, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez fait avant, qu'est-ce que vous voulez faire, et en particulier dans quelle culture vous sentez le plus heureux, le plus efficace. On est d'accord? C'est un entretien classique de recrutement. Vous êtes tous d'accord? Voilà. Société traditionnelle de recrutement, à la fin de cette interview, il va vous dire, eh bien, écoutez, s'il y a quelque chose, on vous rappellera. Et vous vous sentez comment? Est-ce que vous pouvez montrer avec le pouce comment vous vous sentez? Super bien, hein? Super bien. Non? Donc c'est très toxique, ça vous fait perdre confiance, et en fait vous ressortez de l'entretien pire que comme vous êtes rentré. Non? Donc même entretien, qu'est-ce que vous avez fait avant? Qu'est-ce que vous voulez faire? Dans quelle culture vous êtes le plus heureux, le plus efficace? Et je rajoute, est-ce que vous avez encore 10 minutes à me consacrer? Est-ce que vous avez 10 minutes à me consacrer, moi, le consultant? Dites-moi oui, parce que sinon je n'arrive pas à faire mon truc. Oui, ben voilà, parce qu'en fait, Guillaume, qui est le talent, Guillaume, j'ai déjà vu ton curriculum. Bien évidemment, je n'ai pas besoin de faire un entretien avec toi parce que tout est sur LinkedIn. Donc, ce n'est pas ma valeur ajoutée de faire repasser chaque ligne de ton CV parce que je le connais déjà. En revanche, je voulais te dire, Guillaume, que lundi, mercredi et vendredi prochain, j'ai organisé des job interviews avec 3 sociétés qui te recherchent désespérément. Guillaume, comment tu te sens? Voilà. Donc, vous avez compris la différence entre une approche job-centrique où une entreprise me demande des talents, je présente des candidats, je vais en présenter 10 et il y a 9 losers avec qui on dit on te rappellera, à une approche talent-centrique où en fait le client c'est le talent et je vais générer des offres pour lui pour l'accompagner. Donc ce n'est pas un hasard, si vous voulez faire un petit exercice de yoga, retournez-vous derrière sur la carte de nos sociétés. Il y a 25 sociétés, donc ce sont des sociétés qui sont spécialisées dans la gestion du talent. Vous avez Between, les sociétés d'en bas, Opla, Gamma, DMD, DQS, qui sont des entreprises qui sont spécialisées dans le talent tech. Vous avez société d'en haut, Lincoln, qui est une société de chasseurs de tête français, vous connaissez sans doute, Cooper Fitch, Ten, Shaper Talent, etc. Et puis à droite, vous avez YouFirst. Et vous savez ce que c'est YouFirst? YouFirst, c'est une agence de représentation d'athlètes et d'artistes. C'est-à-dire qu'ils ont 1500 joueurs de basket et de football dans le monde, donc c'est la 10e agence mondiale, où ils font de la représentation de leurs clients. Ils les appellent leurs clients, ils ne les appellent pas leurs candidats ni leurs talents, c'est leurs clients. Et figurez-vous que si l'agent n'est pas capable de générer pour son joueur ou pour son artiste 3 opportunités de job différentes, vous savez ce qu'il fait l'artiste ou le joueur? Il vire l'agent. Or, quand vous êtes devant un cabinet de recrutement et qu'il ne vous rappelle pas avec 3 offres, vous ne le virez pas, on est bien d'accord. Donc en fait, le niveau d'exigence est très très bas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va changer, parce qu'il y a une telle rareté dans le monde du travail qu'en fait, le rapport de force a changé et chacun se dit, le meilleur employeur, c'est moi-même. D'où le sujet, tous freelance. Puisqu'évidemment, on est tous capables de savoir ce que l'on veut faire, et en particulier dans plusieurs jobs à la fois, ce qui est aujourd'hui possible. Simplement, il faut être accompagné. Donc nous, notre vision, c'est qu'en fait, chacun devrait avoir un agent.
comme dans le monde de l'entertainment et du sport, dans tous les jobs des métiers d'entreprise. Voilà, ça c'est notre mission qui nous fait très plaisir et dont la limite est absolue, parce qu'en fait on sait bien que le lien de subordination du salariat est de moins en moins accepté et supportable, notamment par les jeunes. Donc le freelancing a de beaux jours, s'il est accompagné, évidemment, d'une part par une législation sociale, mais ce n'était pas le sujet ce soir, mais surtout par un accompagnement humain pour générer des opportunités, parce que moi, freelance, j'ai besoin d'une force commerciale pour me générer les projets. Donc ça, c'est le... Deuxièmement, être sûr d'être payé, puisque ce n'est pas le salariat, donc je veux être sûr d'être payé. Et troisièmement, faire partie d'une communauté, parce que je risque sinon d'être un peu seul. Voilà, à mon avis, c'est les trois clés pour que le freelance soit la solution sans aucun inconvénient. Voilà, donc en fait, grosso modo, le meilleur est à venir. Voilà. Merci. Merci Jérôme. Alors, je vais appeler Nofal. Je pense qu'aujourd'hui vont intervenir Nofal Aghzali et Benjamin Lisa et Sven pour nous parler d'une différente manière du même sujet. C'est-à-dire que Nofal a monté une plateforme qui va chercher en gros des ressources marketing plutôt C-level, Head of Growth, CMO, pour des entreprises qui en cherchent, qui fait l'intermédiaire et la plateforme de représentation. ITER est un peu de l'autre côté du spectre, c'est-à-dire travaille en tant que ressource externalisée pour des boîtes. L'enjeu là, c'est de savoir comment est-ce qu'on monte un business qui est un peu bicéphale, c'est-à-dire que je dois développer mon propre business et en même temps, je suis une ressource essentielle et stratégique pour mes clients. Comment est-ce qu'on gère cette articulation et quel modèle qui marche? Et Sven, du côté client, qui a beaucoup bossé avec des freelances, va nous mettre peut-être en projection justement les inconvénients, les avantages et inconvénients du point de vue d'une boîte, de ce qu'on appelle les exponential organizations. Donc, Nofal va commencer. Et je dis que si vous avez des questions, il y a Charles Micro, on fait des petites séances de Q&A entre les interventions pour que les questions soient fraîches. Si vous en avez. Si vous n'en avez pas, faites comme ça. Du coup. Merci Guillaume. Merci. Et je suis heureux de rejoindre aujourd'hui cette deuxième édition. Je vais démarrer par une question avant peut-être de me présenter. J'aimerais savoir, selon vous, il y a combien aujourd'hui en termes de pourcentage dans la population active de freelance dans le monde? C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur du 20%, 10%? Selon vous, juste balancer des chiffres et essayons de voir si vous êtes proche du vrai chiffre. 30, 15, ok. Alors, premièrement, je vais juste me présenter parce que je fais du suspense aussi, j'aime faire ça. Je m'appelle Nofal, j'ai monté Matirs il y a bientôt 1 an et demi. Matirs, c'est quoi, comme disait Guillaume? C'est une plateforme HR Tech où on accélère le placement de profils marketeurs. On a aujourd'hui à peu près 400 marketeurs sur la plateforme et c'est globalement effectivement des Head of Growth, des CMO et aussi des squads de freelance. On va en parler juste après. Et du coup, pour vous donner le chiffre, c'est 46%. 46%, c'est pas moi qui le dis, c'est la World Bank. On va après comprendre pourquoi. Il marche Ah. Il marche ou sinon je fais comme ça. Ok. Ouais. Du coup, vu que je suis le premier, j'ai un petit bizutage. Plus en détail pour les chiffres, parce que d'un point de vue macro, monde, c'est ça le chiffre, mais aux US, c'est un peu moins. On va comprendre après pourquoi. Aux US, on est déjà à 40% de workforce qui est déjà en freelance. Et si on va un peu vers le détail, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les métiers où ça se concentre ce freelancing. Et on voit rapidement qu'on est sur des métiers du marketing, sur des métiers plutôt de la santé, du service autour de la santé, de la finance, on en parle,
j'ai parlé avec quelques personnes juste avant où effectivement on parlait des fonctions de commercial externalisées qui commencent à arriver. Et donc tout ça nous amène à essayer de comprendre ce qui se passe vraiment. Et donc comme disait Jérôme au tout début, le travail traditionnel, on est en train de le challenger depuis quelques années, évidemment accéléré par le Covid, mais surtout l'image du freelancing a beaucoup changé ces dernières années. C'est devenu très, très hype. Tout le monde a vu des posts LinkedIn où on compare ce que fait un freelance en chiffre d'affaires, les 10 000 € par mois, ce fameux chiffre. Je vous rassure, ce n'est pas une réalité. Les freelances sont aussi ils arrivent à créer des bulles et des mythes pour eux-mêmes. Mais du coup, ça nous amène à cette question, est-ce que demain, on sera tous freelance? Est-ce que tout ce qui est en train de se passer va nous amener vers cette logique-là? Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que je vais essayer un peu de rester sur les effets de transition en macro et essayer de comprendre déjà d'où on vient, comment un peu ce freelancing a explosé sur les premières années. On a tous entendu parler de la gig economy. La gig economy, pour faire simple, c'est tout ce qui a été la phase 1 de Deliveroo qui recrute plein de gens, auto-entrepreneurs, pareil pour Uber et d'autres plateformes. Et donc, ça a une caractéristique, c'est que c'est souvent on va dire des métiers très peu qualifiés. Il y a une course au moins cher. C'est pour ça que beaucoup aussi d'entreprises dans le service numérique sont allées sur des plateformes comme Fiverr. Ça a explosé à une certaine période où on voyait effectivement des profils qui peuvent faire, je sais pas, un montage podcast ou bien d'autres fonctions très simples, très spécifiques. Tout à l'heure, Jérôme parlait de la talent economy où on a basculé petit à petit avec la scarcity des talents qui sont plutôt stratégiques ou des talents qui ont une forme d'expertise très valorisée, où on a basculé vers vraiment un modèle où les entreprises essayent de chouchouter, de les garder, de les maintenir chez eux, tout en leur donnant des possibilités de remote, notamment avec le Covid pour post-Covid où ça s'est resté, et aussi on voit aussi que c'est une équipe, c'est une économie où c'est vraiment beaucoup plus flexible et autonome, en tout cas pour maintenir et garantir ces talents-là. Et du coup, on se pose une question assez naturelle. Toutes ces transitions, est-ce qu'on peut dire que ça va aussi vers peut-être un nouveau format qui est la fractional economy? C'est une question parce que aujourd'hui, on est plutôt sur on va dire, des micro-tendances qu'on est en train de se dire, est-ce que ça va converger vers un modèle qui est plus durable? Et du coup, pour comprendre un peu la fractional economy, le plus simple, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a des talents encore plus difficiles à recruter, tout simplement. Des CMO qui sont très performants sur des entreprises tech qui sont très demandées, commencent à sortir de ces entreprises et se mettent à leur compte pour un peu rejoindre cette vague de freelance. Ils se disent qu'ils peuvent gagner encore plus, ils peuvent être plus libres, ils peuvent avoir un meilleur cadre de vie. On le voit sur beaucoup de métiers de C-level. Et donc, se pose cette question, est-ce que post-talent economy, on va vers plus tout le monde est freelance et donc tout le monde a cette capacité d'être sur 3 entreprises en même temps, apporter de la valeur sans nécessairement être salarié full-time de ces entreprises-là. Mais il y a aussi un vrai sujet, c'est ce que j'appelle les facteurs convergents, c'est-à-dire de se dire, est-ce que tout ça, pour que ça se pérennise dans le temps, est-ce que l'impact du Covid va l'installer durablement? C'est une vraie question. Il y a eu toute une phase de la grande démission post-Covid, évidemment aussi, où les gens se sont dit « Ok, mais en fait, j'ai envie de
d'être libre, ou en tout cas de basculer en freelancing. Il y a eu un phénomène aussi, un épiphénomène aux États-Unis, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait à un moment donné aussi des gens qui, pour se tester, ont testé cette capacité à être sur plusieurs jobs, cumuler des jobs. Je ne sais pas si vous avez vu des articles passés où, en fait, notamment les développeurs, où ils prenaient 2 jobs, 3 jobs en parallèle. Un vrai sujet aussi qui est très récent, qui est l'avancée de l'IA, puisque l'IA va permettre aujourd'hui, évidemment, de faire beaucoup plus en moins de temps. On parle de semaine des 4 jours. Est-ce que c'est aussi un début de ça? Aujourd'hui, un CMO qui utilise l'IA, que ce soit pour lui-même ou parmi ses équipes, est capable de quasiment produire en 4 jours, 3 jours, voire potentiellement l'équivalent d'un travail de 5 jours. Donc, qu'est-ce qu'il fait les 2 autres jours? Peut-être qu'il est dans une autre entreprise, ou peut-être qu'il est en train de juste se reposer. Et pour finir, un vrai sujet qui est l'hyperspécialisation, qu'on voit beaucoup dans les métiers. Alors moi, je vais parler un peu plus du marketing, où on voit vraiment ce sujet de granularité des métiers du marketing. On parle aujourd'hui de métiers comme le growth engineer, comme les métiers très spécifiques du SEO. Maintenant, il y a des nouveaux métiers de l'IA qui sont rattachés au marketing. Vraiment un vrai sujet où on va peut-être aller chercher des hyper spécialistes pour un temps court, le temps d'internaliser ou de comprendre comment faire. Et du coup, voilà. Et aujourd'hui, pour finir, ça prend quel format? Ça prend 2 formats principalement. Vous avez déjà vu le part-time en tant que terme, c'est ce qu'on appelle aussi le fractional. Et aussi, ça prend le format des squads, des collectifs. Les squads, les collectifs, c'est un format où plusieurs freelances se regroupent entre eux pour deliver un travail chez une entreprise de manière très temporaire. Ça vient un peu remplacer des agences, parce que les agences qui perdent un peu qui sont un peu en perte de vitesse avec la compétitivité des talents, potentiellement n'arrivent plus à recruter les bons profils. Et du coup, aujourd'hui, je peux prendre un CMO à temps partagé, un growth engineer aussi pareil à temps partagé, et un autre profil potentiellement qui va être plus sur des sujets de communication, soit à temps partagé ou à temps plein, et ça fait une squad qui idéalement savent travailler ensemble et amener beaucoup de valeur aux entreprises. Et donc, pour un peu préparer une transition à nos amis de ITER, j'ai parlé du marketing, mais la réalité, c'est que ça commence à toucher beaucoup d'autres métiers en termes de C-level, notamment les CFO, donc les directeurs financiers. Du coup, je vais passer la parole à nos amis. Merci Nofal. Voilà, donc comme ça que je fais une transition, ça va? Je fais pas de transition. Non, une blague, un truc, un peu poète. Non. Tu fais toujours, bon. Toujours une blague. Putain, merde. Ok. Donc bonjour, je suis Benjamin, je suis le créateur d'ITER Advisor avec Sébastien qui est ici. Et donc du coup, on est des CFO à temps partagé et on a créé cette société de fractional CFO. Donc en fait, l'idée ici, c'est d'expliquer un petit peu ce qu'on a fait, comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait, et les avantages et les inconvénients qu'on voit avec nos clients, mais aussi en termes d'organisation, de comment on a fait, quels sont les choix qu'on a fait pour se structurer et pourquoi on a fait ces choix-là. Alors évidemment, c'est autour du métier de la finance, donc tous mes exemples, c'est autour du métier de la finance, mais c'est à peu près, en fait, on a un client qui fait exactement la même chose en CMO, et du coup, je m'occupe de tout chez lui, et on s'est rendu compte que c'est très très similaire. Je pense que ce qu'on présente ici, donc c'est pour la finance, mais c'est à quelques échelles près, c'est à peu près la même chose pour beaucoup d'autres secteurs et d'autres verticales. Donc déjà, le premier élément que je voulais regarder, c'était, nous, quand on s'est lancé, c'est quel est l'avantage pour l'entreprise, parce que ça va être notre angle d'attaque quand on va essayer de vendre notre prestation. On va se dire, pourquoi tu as besoin de passer par un partenaire qui est part-time et pourquoi tu ne vas pas embaucher en interne. Et dans le cadre des CFO, donc c'est les directeurs financiers, on essaie de viser des personnes qui ont à peu près entre 10 et 15 ans d'expérience. Et notamment, nous, on va situer sur un secteur qui est la TPE-PME, mais on pourrait voir en gros jusqu'à une société qui lève jusqu'à la série B, c'est à peu près ça notre sweet spot. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de regarder, d'un côté, il y a l'option d'une embauche,
Et de l'autre côté, il y a l'option de l'externalisation du fractional CFO. Et ce que je vais vous présenter ici, c'est en fait les 4 modèles qu'on a vus et qui nous semblaient évidents. Et le premier, ça va être, je prends un CFO expérimenté, entre 10 et 15 ans d'expérience minimum, ça peut aller jusqu'à 30 ans d'expérience, un crack dans la matière. Et en fait, moi, j'ai une petite société, j'ai une PME. Ok, j'ai réussi à choper mon CFO, on va dire qu'il a 10 ans d'expérience, je le paye 80K, chargé, ça fait 110K, je lui paye des bonus, je lui paye de l'equity, super. Et en fait, il arrive chez moi, il est super calé, il est super expérimenté, c'est vraiment le crack qu'il me faut. Et puis, il va faire des factures, et puis il va faire des petites tâches, chronophages, faible valeur ajoutée. Et en fait, ma facturation, mes petites tâches, mon Excel, à chaque fois qu'il se connecte, qu'il ouvre son ordinateur et qu'il fait de l'Excel, c'est l'Excel le plus cher de la Terre, parce qu'il est payé 110K pour faire un petit Excel. Et puis s'il est efficace, et puis j'espère qu'il va être efficace parce qu'il me coûte 110K minimum, plus bonus, plus equity, ben en fait, derrière, normalement, il a torché sa semaine le mardi, et après, il va jouer au tennis, ou il va faire autre chose, ou il va au ciné, et puis il sort. Alors lui, il a une super vie, il est confort. Peut-être qu'au bout de 6 mois, il va commencer à se faire chier, et il va aller essayer de chercher quelque chose d'autre. Mais d'une façon générale, c'est pas le bon profil. Je le paye trop cher pour ce qu'il fait. Il me correspond dans certains moments, mais la plupart du temps, il ne me sert à rien. Alors, l'autre option que j'ai, c'est d'embaucher un profil qui est un peu plus junior. Dans ce cas-là, c'est plutôt, alors moi, dans mon cas, c'est un financial controller, mais ça peut être, voilà, il faut regarder, en gros, c'est un profil à peu près à 40K, personne qui a déjà 2, 3 ans, 4 ans d'expérience validée, éventuellement smart, mais ça, après, je ne le sais pas vraiment, parce que comme c'était un junior avant, je ne sais pas trop ce qu'il vaut dans des situations qui sont compliquées. Comme il n'est pas tout à fait senior, bah, faut quand même que je le supervise, donc qui va le faire, c'est le CEO. Du coup, bah, c'est du temps de CEO aussi que je suis en train de prendre. Et puis, sur les sujets techniques, alors ok, sur le day-to-day, il est là. Il est là, il s'occupe de tout, il va m'aider, il va m'accompagner, je vais avoir une main à côté de moi, c'est super. Par contre, dès que j'ai un sujet un peu plus touchy, un peu plus technique, ça peut bloquer. Et puis, il est un peu jeune, donc parfois, je peux tomber sur une pépite, un mec qui va se révéler, que je vais pouvoir former, que je vais pouvoir accompagner pendant des années. Parfois, ce n'est pas la personne qu'il me faut. Donc, c'est-à-dire qu'il va me faire une cagade. Il va pouvoir se planter sur un sujet qui est assez stratégique. Et du coup, en fait, j'ai payé quelqu'un qui ne correspond pas à mon besoin. Je ne sais pas si ces situations vous parlent. Moi, je sais que quand j'explique cette partie-là, généralement, j'ai pas mal d'échos sur des situations qui ont été vécues. Et donc, nous, on s'est dit, bah, essayons de faire autre chose. C'est la version freelance, c'est-à-dire le fractional CFO, donc c'est le fractional talent. Et là, en fait, il y a 2 options. Il y a la première option, c'est le freelance CFO. Donc là, c'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure. C'est un profil qui a de l'expérience, qui est généralement à rouler sa bosse, il a envie de voir autre chose. Et puis il se dit, bon, bah, moi, j'aimerais bien participer à des sociétés, avoir un peu plus de flexibilité. Du coup, il y a la compétence, ça oui. Je peux travailler un peu quand je veux, donc tout le monde y prend son compte. Le seul petit problème, moi, que je vois dans ce modèle-là pour l'entreprise, c'est qu'il y a une forte dépendance en la personne. Donc ça veut dire que le CFO se casse la jambe, le CFO finalement décide que bon, il a envie de réintégrer un poste bien payé dans une grosse société. Bon, du jour au lendemain, on se retrouve sans ressources. C'est peut-être aussi une dépendance qui est assez forte vis-à-vis du talent. Mais par exemple, pour une mission ponctuelle, c'est vachement intéressant. La personne arrive, la mission, il l'a fait, il repart, le coût est maîtrisé. Et enfin, l'autre approche, alors moi, c'est l'approche que j'ai choisie, c'est pour ça que j'ai mis un petit tic vert, mais ce n'est pas forcément la bonne approche. C'est en tout cas celle que j'ai choisie pour la société, qui est en gros de dire on crée une société qui elle-même va intervenir de façon externalisée. Et on retrouve un petit peu les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est que pour la société, on a 2 ou 3 personnes qui vont travailler sur le dossier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte d'information. On va avoir l'hyperspécialisation là où il faut, et on va avoir des profils plus juniors là où il y a besoin de tâches un peu plus chronophages à plus faible valeur ajoutée. En termes de coût, c'est assez efficace du coup, puisque j'ai des profils plus juniors pour faire à peu près les mêmes tâches. Après, il y a toujours des espèces de... Si j'externalise complètement mon département administratif et financier, qui s'occupe de la partie administrative que je n'ai pas envie de traiter et que le client non plus. Donc il y a des petites zones d'ombre, mais en tout cas, je trouve que la partie de droite est beaucoup plus flexible que la partie de gauche, et surtout, elle est moins chère. On a plus de compétences à droite et pour un coût qui est moindre en général. Et du coup, ça c'est l'aspect pour la société, ça c'était l'aspect pour la société de pourquoi ça peut être intéressant de passer pour un freelance. Et maintenant, la vraie question qu'on se pose, c'est moi en tant que freelance, ou moi si je veux créer la société comme ITER, bah, comment je m'organise? Donc en fait, pour le freelance, là on va prendre le cas que tu as évoqué tout à l'heure, c'est le cas que je pense que tout le monde intuitivement connaît, c'est je suis freelance, je suis un talent, j'ai envie de me lancer. Bon, j'ai un ordi, j'ai une connexion Internet, j'ai un espace de cowork, a priori, je peux commencer à travailler. Il me faut le client, et une fois que j'ai le client, bah vas-y, je facture,
Éventuellement, si je vois que j'ai une grosse charge de travail et que j'ai un peu besoin d'aide, je vais prendre un junior qui va m'aider. Mais globalement, c'est une structure qui est ultra souple, ultra flexible, et donc du coup, qui ne me demande rien du tout. Et ça, je vais pouvoir traiter 3-4 clients. Alors moi, c'est le cas du CFO, parce que c'est un peu demandant, mais je regarde un peu, tout à l'heure, tu parlais de 3-4 clients aussi, c'est le chiffre naturel qui arrive quand on est en fractional, et un peu plus, on n'a plus de week-end, un peu moins, on a moins de revenus. Et l'avantage pour le freelance, c'est que c'est très rémunérateur si on arrive à trouver les clients. Ça offre une très grande flexibilité. Moi, je connaissais par exemple un part-time CFO qui prépare un Ironman. C'était parfait comme format. Il avait 2 clients. Il était génial. Il allait courir quand il avait envie de courir. Il faisait ses sorties longues de 4 heures. Ça gênait personne. Et il n'y a pas de pool fixe. Donc, demain, je perds un client, il n'y a pas de problème. Alors, je dis je perds un client, il n'y a pas de problème, si, parce que comme je suis freelance et comme il n'y a que moi qui travaille, le jour où je perds un client, le jour où je me pète la jambe, le jour où je suis malade et que je suis au fond de mon lit, je ne peux pas facturer. Donc c'est aussi une espèce de précarité. Tu en parlais aussi tout à l'heure de la précarité. Le statut de freelance, c'est peut-être ça la limitation aujourd'hui, et à voir comment la législation va évoluer pour justement apporter un petit peu plus de sécurité pour les freelances. Et donc du coup, nous, pourquoi on a fait une autre approche que celle du freelance? Parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, moi quand j'ai commencé, avant de créer IterAdvisor, j'étais freelance. Et en fait, je suis passé du statut de freelance au statut de chef d'entreprise, parce que justement, c'est les points qu'on va voir, c'est que pour la société, je trouvais que ça apportait d'autres avantages, avec son lot d'inconvénients, on est bien d'accord. Donc, quand on est organisé dans une société, on ne peut plus raisonner avec un freelance qui va traiter. Alors, il y a des boîtes de CFO part-time qui le font, mais en fait, au final, c'est que le modèle d'avant qui est démultiplié par nombre de freelances. Ici, en fait, on se retrouve à un système avec des business units où on va avoir un CFO qui travaille et qui a lui-même son département financier avec lui. Donc, il a ses seniors qui va former et ces seniors qui vont eux-mêmes superviser des juniors qui vont traiter en gros 3 à 4 dossiers par junior. Donc, on se retrouve avec un CFO qui arrive à gérer beaucoup plus de dossiers, entre 15 et 20 clients par BU, selon l'organisation du cabinet. Et l'avantage de cette organisation-là, c'est que chaque personne va pouvoir travailler à son niveau de compétence, et donc on va pouvoir avoir énormément d'heures travaillées pour la compétence au juste niveau. Alors, c'est un peu long, je vais essayer de résumer, mais pour la société, l'avantage, c'est que c'est une organisation qui est moins dépendante des personnes et plus des process. On va avoir la capacité à travailler de différents sujets, puisqu'on va avoir différentes compétences également. Nous, dans notre cas, on va faire du récurrent, de la due deal, de l'audit, mais on va faire pas mal de choses. On va devoir proposer un career pass pour les employés. Donc, ça veut dire que les personnes qui vont rentrer chez nous, ils vont avoir une évolution qui vont leur permettre, c'est une entreprise qui est apprenante. Donc, c'est assez intéressant. Et le fait d'être fractional et de toucher plein de clients, ça veut dire qu'en termes d'expérience, on va évoluer beaucoup plus vite et voir beaucoup plus de situations. Il y a des inconvénients malgré tout. Alors déjà, on n'est plus avec un ordinateur et un espace de coworking à 300 €. On est... comment? Alors, je ne peux plus faire d'Ironman du tout. Et on a une forte structure de coûts. Là, on doit payer les salaires. Là, tout ça, c'est du fixe et c'est tous les mois que ça tombe. Il y a des bureaux à avoir, donc c'est complètement une autre dynamique. Je ne peux plus faire l'Ironman comme tu dis, et donc ça nécessite aussi, pour un contrôle de la qualité, de mettre en place beaucoup plus de process. Quand je suis tout seul en tant que freelance, je fais mon travail, j'ai ma répute qui va avec moi, je suis moi-même mon porte-étendeur, et j'ai mon LinkedIn qui est mon CV, et j'ai mes recommandations clients qui disent Benjamin, il travaille bien ou il travaille mal. Aujourd'hui, si je veux que IterAdvisor résonne, ça veut dire que je dois avoir une qualité au niveau du cabinet. Et donc, ça veut dire aussi que je suis obligé de savoir que mon junior, mon senior et mon CFO travaillent bien selon les méthodes que j'ai envie de mettre en place. Donc, ça veut dire de la formation, des process harmonisés, de la documentation en interne. Je suis complètement dans une logique qui est différente. Malgré tout, je fais quand même du fractional, mais dans une approche totalement corporate. Et puis, ils viennent aussi tout le problème de la lourdeur de la gestion d'une société, lourdeur administrative. Et puis, je commence à faire, maintenant, je traite de l'humain. Donc, je suis redevenu dans une logique de société, alors qu'à la base, je voulais en sortir. Et ça nécessite, dernier point, énormément d'organisation, du reporting interne. Enfin bref, ça demande vraiment des contraintes. Et le dernier point que je voulais mettre en place, c'était, et du coup, comment on fait pour staffer une société? En fait, on en revient encore à notre point de départ, c'est qu'on va revenir encore à nos freelances. Alors, il y a toujours le rapport qualité-coût qu'il faut mettre en place. Le premier truc, c'est on peut faire un shared service center
On me l'a proposé sur plein de destinations exotiques, en Amérique du Sud, au Liban, on nous a proposé, aux Philippines aussi. Donc là, en termes de coût, on est génial. Par contre, en termes de qualité, en termes de problèmes de compétences, en termes de problèmes de beaucoup de choses, ça dépend de la société que vous avez envie de faire et du type de service que vous allez faire, mais nous, on l'a éliminé. Puis après, se pose quand même la question du freelance, parce qu'on peut avoir du fractional CFO et à l'intérieur intégrer des talents qui sont freelance. Nous, ce n'est pas le choix qu'on a fait, mais il y a quand même de nombreux avantages, notamment de l'hyperspécialisation, de la compétence, de la grande flexibilité vis-à-vis des freelances. Le coût, selon le profil, il y a des profils freelance qui ne sont pas chers, d'autres profils freelance qui sont très chers, mais en tout cas, on peut assez facilement jouer avec cette donnée. Et ce qui n'est pas terrible, c'est qu'effectivement, il y a une volatilité du profil. Donc, pour une mission qui a durée déterminée, ça peut être vachement utile d'utiliser un freelance pour une compétence qu'on n'a pas. Après, pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Et nous, on a fait le choix des employés pour avoir une fidélité. En termes de coûts, ce n'est pas forcément idéal parce qu'il y a les charges sociales, il y a pas mal d'autres éléments. En termes de management, c'est un peu plus lourd. En revanche, on peut miser sur le futur et donc on peut avoir du personnel qui eux-mêmes vont intégrer une logique où on va rester un petit peu plus longtemps. Donc ça, c'était la mise en place, c'est tout, j'ai plus grand-chose à dire, c'était la mise en place en gros de comment on est passé de moi un modèle où je me lance en tant que freelance, où 3 ans plus tard, on a une société qui gère des business units avec différents un portefeuille de clients de l'un à l'autre. Donc en fait, c'est assez drôle parce qu'on se lance en tant que freelance, puis finalement on retourne en tant que... Dans une boîte, exactement. Ouais, exactement. Donc on recrée les conditions en essayant de prendre les bons côtés et pas les mauvais côtés, mais on a une logique d'entreprise quoi qu'il en soit. Mais ceci étant, le côté fractionnel, moi j'y crois énormément parce que, et là j'en reviens au début, c'est que une compétence pour des petites boîtes, pour des boîtes qui sont en pleine croissance, des boîtes qui ont besoin d'énormément de flexibilité et de talent, qui ont besoin d'un talent à un moment donné pour une compétence donnée, ils n'ont pas besoin d'avoir des personnes qui sont full-time. Et je pense qu'aujourd'hui, l'évolution aussi du marché du travail, de l'IA, de la productivité qui est quand même explosée en quelques années, bah, ça répond, à mon avis, c'est ça la réponse. Alors tu fais merci beaucoup Ben, et tu fais une magnifique transition parce que Sven, du côté, on va dire du côté de la vue d'entreprise, la question c'est justement quand tu es en forte croissance, qui est un des exemples, tu as besoin d'avoir beaucoup de monde, mais tu as besoin que ça reste flexible, tu as besoin que ça soit opérationnable. Donc il y a des intérêts, il y a des gros bénéfices à avoir des ressources qu'on puisse un peu activer sur demande, mais ça vient avec ces challenges. Et le point de vue de Sven va être du coup, là on voit du côté des prestataires ou des plateformes, mais du point de vue du client qui doit gérer ce nouveau paradigme, mais comment fait-il ? Bah super, merci beaucoup, bonsoir. Alors, je vais vous poser d'abord quelques questions pour savoir qui est dans l'audience. Est-ce qu'il y a des freelances dans la salle? Montez la main. Est-ce qu'il y a des freelances? Quelques freelances. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui emploient des freelances? Montez un, ouais. Et les autres, ils dorment, ce sont les employés, ce sont des personnes. Alors, moi, je vais vous donner un challenge. Il faut monter une boîte et vous n'avez pas les compétences et vous n'avez pas d'argent. Comment est-ce que vous allez trouver les compétences? Quelqu'un a une idée? On fait des études, oui, on cherche. Est-ce qu'il faut absolument chercher dans les marchés où on est? La France, l'Espagne, ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Ça va dépendre si on a besoin de quelque chose. Une autre question. Qui utilise ici Gen AI, ChatGPT? Qui pense être très bon en ChatGPT? Lève la main. Ouais. Okay. Qui utilise autre chose que ChatGPT? 2 ou 3 outils? Très bien. Voilà. Ceux qui n'ont pas levé la main, dites-moi pourquoi moi, en tant qu'entrepreneur, je devrais un jour vous employer. Dans 5 ans, nous allons avoir une disruption technologique tellement forte que tous les travaux qu'on a aujourd'hui auront complètement changé. Si on regarde les technologies exponentielles qui vont toutes arriver au même moment, c'est-à-dire que si on regardait uniquement l'énergie solaire, le prix de l'énergie solaire diminue par 2 toutes les 22 mois. L'énergie solaire est moins chère que l'énergie atomique ou le charbon. Le Portugal, par exemple, a eu pendant un jour complet toute son énergie avec l'énergie solaire. Ça change complètement une industrie. Le prix du drone diminue, le prix des robots diminue, 3D. Maintenant, la voiture électrique la plus rapide se fait avec une impresseur 3D, 2-3 techniciens, l'intelligence AI, et ils arrivent directement à construire une voiture. Il n'y a pas besoin de 50 ou 100 ingénieurs pendant 1 an. C'est-à-dire que si on veut commencer à régler des problèmes du futur, on aura besoin de gens qui ont une qualité complètement différente de ce qu'on a aujourd'hui.
Alors, il y a un livre qui est magnifique qui s'appelle Exponential Organization, qui a été écrit en 2014 et qui a étudié toutes les... Quelqu'un connaît Exponential Organization? Toutes les entreprises qui, à cette époque, 2014, étaient Amazon, Apple, Netflix, toutes ces choses en disant « Ah, elles ont l'air d'être bien, cette boîte. Est-ce qu'on peut les étudier et voir si elles ont quelque chose de commun ?» En 2020, 6 ans après, ils se sont rendus compte que les boîtes qui avaient toutes quelque chose de commun étaient beaucoup plus formantes que les autres. C'est ce qu'on appelle les entreprises exponentielles, parce qu'elles ont un business model qui est complètement différent. Dans ma dernière boîte, par exemple, on avait une équipe de 5 personnes, c'était le core, et puis après, j'avais besoin d'un psychiatre, le meilleur psychiatre dans la santé maternelle. J'en ai trouvé un en Argentine, freelance. J'ai besoin d'une équipe de programmateurs. J'ai trouvé quelqu'un qui était très bon en tel type de programmation. Il y en a un qui était en Afrique, il y en a un qui était en Turquie. Alors maintenant, ça pose aussi d'autres problèmes, parce que si votre project manager ne parle pas bien anglais, vos freelances internationaux ne parlent pas toujours bien anglais, et ils ont des cultures complètement différentes. Donc, par exemple, avec notre cher ami africain, ou certains de nos Africains, qui sont très directifs, quand on leur posait la question « Qu'est-ce que tu en penses ?», ils disaient « Very good ». Very good. Et on n'arrivait pas à comprendre s'il y avait un problème ou pas. Enfin bon, ça a à voir avec le project management. Maintenant, on a réussi à monter une équipe avec essentiellement des freelances du monde entier. Maintenant que je travaille comme consultant, je travaille aussi comme coach, je travaille avec des boîtes de blockchain, des boîtes DAO qui sont distribuées 100% freelance. C'est exceptionnel. Il n'y a pas de headquarter, il n'y a pas d'employés. Tout le monde est freelance. Et ça marche super bien. Alors maintenant, ça pose d'autres problèmes. Comment est-ce qu'on peut trouver des juniors? Comment est-ce qu'on peut faire pour que les juniors apprennent et deviennent seniors? Parce que ce genre de boîte, elles cherchent des experts, elles utilisent des experts, et une fois qu'ils sont plus experts, elles les échangent avec d'autres experts. Donc c'est peut-être des problèmes de société. Mais au moins, eux, c'est des boîtes qui fonctionnent très très bien. Donc ce qu'on regarde à voir dans les Exponential Organizations, c'est que le framework dans lequel ils travaillent, comment est-ce que toutes ces boîtes ont pu croître aussi rapidement? Ils avaient différentes choses qu'ils ont fait en même temps, évidemment des expérimentations, ils travaillent avec des algorithmes, ils travaillent avec... et là, on regarde ici une chose qui s'appelle Staff on Demand. Staff on Demand, ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne prends que les gens que j'ai besoin, et même pour les missions critiques, je vais tout externaliser, ce qu'on appelle les squads. Parce qu'aujourd'hui, pour les prochains 6 mois, j'ai besoin des meilleurs en deep tech pour travailler sur mon algorithme, mais demain, je ne sais pas ce que je peux avoir, donc je pourrais changer le squad. Et les gens sont super contents, ils viennent, ils travaillent, ils font leur mission, puis après ils repartent. Alors vous connaissez sûrement Uber. Alors Uber et toutes ces boîtes qui travaillent avec du staff on demand, ils vont encore plus loin. Ils se disent, ok, j'ai besoin de chauffeurs, mais j'ai pas de chauffeur. Tous ceux qui ont une voiture, ça pourrait être des chauffeurs pour moi. Et ils arrivent à avoir comme ça des milliers et milliers de personnes qui travaillent pour eux. Ce qui est rigolo, c'est que nous, dans notre pensée sociale, on dit ça, c'est pas bien. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est technologique, on n'est pas bien. Vous trouvez que c'est bien Uber ou pas? Ça dépend, ça dépend. C'est tout ce qui est nouveau, c'est un des problèmes de notre pensée linéaire. Au fait, Uber, ils ont fait un truc très chouette dans la banlieue de Paris. Ils ont donné du travail à des immigrés ou à des gens de la banlieue qui n'avaient pas de travail. Et du jour au lendemain, des gens qui étaient au chômage pendant des années, grâce à Uber, ont commencé à avoir une vie familiale, ça a aidé à développer leur vie, leur famille, les quartiers. Si vous regardez un peu le case study, ça va beaucoup plus loin que le chauffeur de taxi. Vous avez tous pris le taxi à Paris, ils ne s'arrêtent pas, ils ne sont pas contents. C'est très bien d'avoir un petit peu de... Plus qu'Uber, il y en a d'autres qui sont super intéressants. C'est par exemple Gigwag, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, alors je veux tester le software. Je fais une app et je voudrais qu'il y ait des centaines de personnes qui testent mon app pour savoir si oui ou non ça marche. Est-ce que j'ai besoin pour ça d'une équipe interne? Ben non, je vais aller prendre 1000 personnes, je vais leur donner, tiens, quand tu as le temps, là, entre le cinéma et les enfants, est-ce que tu peux prendre 1 heure et tu peux tester ton app? Et puis après, je te donnerai de l'argent pour ça. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à avoir des forces externes, ils créent des communautés extérieures de freelancers pour des tâches qui soient à faible ou à haute valeur ajoutée. Et ben voilà, je crois que c'était la fin. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses que vous voulez qu'on discute. Voilà.
Merci Sven. Ouais, je pense que l'idée, on essaie de balayer, on a été assez rapide, c'est bien, donc on a tous un peu soif. On a essayé de balayer un peu le changement de paradigme, mais c'est vrai qu'il y a un des sujets, un des exemples, c'était Instagram qui se vend à $1 milliard avec 13 employés. C'est-à-dire que on voit qu'il n'y a pas que la gig économie en version faible valeur ajoutée. En fait, ça englobe tout le spectre et que des boîtes peuvent aller jusqu'à se vendre pour beaucoup d'argent avec très peu d'employés en ayant cette modalité d'aller chercher les talents dont ils ont besoin au moment où ils ont besoin. Et bon, ça pose des défis sociétaux, ça pose des défis personnels quand on est d'un côté ou de l'autre, en tant que client, en tant que travailleur. Mais un peu comme tous ces changements, un peu comme quand tu demandes est-ce que c'est bien Uber, la question c'est de se dire c'est inévitable, mais comment est-ce que ça redessine le rapport au travail et la société de demain? Bon, on ne va pas résoudre toutes les questions maintenant, mais on va peut-être essayer, si vous avez des questions, on va peut-être essayer d'y répondre. Pour moi ou pour mes collègues qui peuvent s'asseoir ici à gauche et à droite. Il y a un micro pour les questions, et c'est ça, il y a un micro pour répondre. Ah, Charles. Si vous ne posez pas de questions, nous, on va vous poser des questions. Donc, merci pour les présentations. Moi, j'ai une simple question aussi, parce qu'on a beaucoup répété, les freelances, il n'y a pas de coût fixe. On a dit qu'il y avait 45% plus ou moins de freelance dans le monde. Il y en a combien, en fait, qui vont vers l'échec, en fait? Parce qu'il y a un coût fixe, concrètement. Et l'Espagne, je pense, fait payer très cher ses freelances. Quand on voit qu'il y a 300 € qui sont payés par mois pour la sécurité sociale, généralement, les freelances, ils ne connaissent pas ce qui se passe en comptabilité, ce qu'ils doivent soumettre. Ça leur coûte très cher au final. Donc, combien de ces personnes vont vers l'échec au final ou se heurtent à un mur dans l'expérience du freelancing ici en Espagne ou ailleurs dans le monde? Je le connais pour l'Espagne, je ne sais pas dire ailleurs. Donc je ne sais pas s'il y a un accompagnement. Je n'ai pas les chiffres. En revanche, je connais en fait, les freelances, parce qu'il y a aussi une tendance, quand tu te connectes sur LinkedIn, tu vois que tout le monde est successful, tout le monde a la barre des 10 000, tout le monde te donne des conseils, tu as le petit carrousel avec les conseils. On les connaît tous, on voit très très bien le genre de personnes. Sur toutes ces personnes-là, parce qu'il y a une énorme partie d'apparence, il y a évidemment de l'échec. Et moi, justement, au début, ce que j'ai ressenti quand je me suis lancé en tant que freelance, alors j'ai eu de la chance, c'est que je me suis lancé avec un client existant. Ce qui fait que j'avais un peu de sécurité. Et qu'en Espagne, au début, c'était par exemple 60 € pour les charges de sécurité sociale. Donc ça limitait aussi un petit peu le coût. C'est pour ça que ce n'est pas totalement rien. Effectivement, c'est faible. En revanche, la difficulté de trouver un client en même temps qu'on travaille est très très dur. Et c'est pour ça que je pense que ce n'est faisable facilement, entre guillemets, que si on est déjà expert dans son domaine. Et je pense qu'il y a un mythe qui est lance-toi, tu n'as pas d'expérience, tu vas cartonner. Non, en fait, ça ne marche pas parce que la plupart des clients viennent du bouche à oreille, viennent des expériences passées. Et en tout cas, moi, dans mon domaine, alors je ne sais pas si c'est réplicable, mais j'ai quand même cette impression-là, c'est que seule l'expérience peut permettre, et les recommandations peuvent permettre à un freelance de travailler, ou alors de savoir aller chercher des... Mais c'est une vraie compétence. Et généralement, quand on est expert dans son domaine, moi je le vois, je ne suis pas expert pour aller chercher des clients. Donc c'est une autre compétence. Mais je voudrais juste... Bon, je ne suis pas intervenant, non, je pense que en fait, ce qui a trait là-dessus, c'est que les plateformes, un peu comme ce qu'a monté Nofal, vont recréer les conditions du salariat. Je pense qu'en fait, être freelance seul dans son coin, tu vas avoir des recommandations. Ça a marché de premières années parce qu'à l'image de Benjamin, tu te lances rarement. Enfin, rarement sans client, où tu as toujours la perspective d'en avoir un. Typiquement, en ce moment, on voit beaucoup de CMO. Je suis CMO, enfin, je fais semblant depuis des années. Et tous les jours, j'en vois 25 qui disent hey, je me lance en CMO fractional. Ce qui est une autre façon de dire que tu es au chômage, parce qu'il y a le contre-coup de ces levées de fonds astronomiques créent aujourd'hui beaucoup de chômage. Donc, la première chose qu'ils font, c'est dire je suis CMO fractional. Donc, quand tu sors d'une licorne qui valait 1 milliard et qui aujourd'hui vaut 12 centimes, tu as de la bancabilité. Donc, ça va aller pour 1 ou 2 ans. Mais l'intérêt des plateformes, et là où ça se recrée, parce que la nature a horreur du vide et se réinvente, c'est plutôt que tu vas être freelance, mais en fait attaché à une plateforme, à une société comme Matthias, comme Malte, comme tout ça, qui va faire cette partie dont parlait Benjamin, de t'amener des clients. Et c'est cette mécanique-là qu'il faut savoir gérer. C'est-à-dire que je pense que maintenant, il y a un métier qui est de savoir gérer les demandes de Malte, savoir en générer, savoir créer des avis, savoir avoir une relation avec Nofal qui va te privilégier pour une prochaine mission. Et du coup, ça recrée quelque part les relations de hiérarchie un peu indirecte, un peu flottante au travail, mais c'est inévitable parce qu'effectivement, tu ne peux pas être freelance et aller chercher ton nouveau client. Soit tu croules sous les demandes, et dans ces cas-là, tu choisis,
Soit, si tu cherches, ben, c'est à ça que servent ces plateformes. Donc, encore une fois, ça recrée les conditions d'un travail tel qu'il existe dans les sociétés traditionnelles, mais quand même avec ce vernis de nouvelle flexibilité. Si je peux juste rajouter le côté plus entrepreneur, quand j'étais CEO d'une boîte en France, les gens ils font « Ah, j'ai mon CDI ». Et je fais « Et ah ben maintenant c'est bon, je peux me relâcher ». Pardon. Donc effectivement, il y a une chose, c'est le type de contrat qui ont des côtés positifs et pas positifs. L'autre côté, c'est comment je me lève chaque matin pour apprendre, pour montrer que je peux faire plus que d'autres et apporter beaucoup à l'entreprise. Et franchement, dans le staff on demand, après pour moi, il n'y a aucune différence si quelqu'un est freelancer ou pas freelancer. Il fait partie de l'équipe, on fait les mêmes fêtes ensemble, et dans une équipe, les gens ne savent même pas qui est freelancer ou pas freelancer, parce que c'est quelque chose, quand on est en présentiel évidemment, pour moi, ce serait l'idéal. Mais à chaque fois que je retourne à Paris, c'est ça y est, j'ai mon CDI. Oh. Et juste pour compléter, je veux aussi attirer l'attention sur une réalité, c'est que pas tout le monde est censé être freelance. C'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens où ils n'ont pas potentiellement dans leur nature cette capacité à vivre des phases où il n'y a pas de projet, où il ne se passe rien. Émotionnellement, ça peut être très dur à vivre. Il y a beaucoup de freelances qui sont même au niveau C-level. J'en ai vu des CMO revenir dans le salariat. J'en vois aujourd'hui aussi ceux qui quittent le salariat pour choper cette trend de part-time CMO. Mais vraiment, un point hyper important, c'est pas tout le monde est fait pour être freelance, comme pas tout le monde est fait pour être entrepreneur. Il faut beaucoup de skills, beaucoup de capacité aussi à vendre. Un vrai sujet qu'on voit souvent chez Matthias, c'est des profils très compétents, mais face aux clients, n'arrivent pas à facilement se positionner, à vendre. Ils n'ont pas la mécanique. Et ça aussi, ça ouvre un marché aussi de coaching de freelance. Je pense que ça se développe. On voit plein de solopreneurs et c'est eux-mêmes freelance qui coachent d'autres freelance. Mais voilà, c'était juste pour ajouter une petite remarque. Bonjour. Moi, c'est pas mal une question au niveau un peu curiosité sur le fait de vouloir passer freelance. Donc, je crois que c'est Romain, si je ne me trompe pas. Benjamin, pardon. Oh là là. De plus vouloir passer freelance et après passer en mode je fais ma boîte, qui va du coup un peu à l'encontre entre guillemets de l'idée. Il faut mettre plus proche pour que ça soit mieux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête pour pouvoir justement passer de freelance, où des fois des gens disent « Ah, ça y est, je suis freelance, je me sens mieux », à vouloir après repasser dans un autre concept, et un peu en reliant peut-être le truc de ce mec qui faisait du Ironman, qui a son temps libre, et entre avoir son temps ou être trop gourmand, est-ce qu'il y a eu un aspect là-dedans qui a fait entrer ? Alors, moi, l'histoire, elle est très très simple, c'est que je me faisais chier, mais royalement, dans mes jobs. Et en fait, j'ai commencé ma carrière en faisant du consulting. Donc, je faisais du conseil, je faisais audit compta et du conseil dans des boîtes d'assurance. Et en fait, j'ai beaucoup aimé cette expérience où je switchais d'un client à l'autre, où j'allais une semaine chez un, une semaine chez l'autre. Et j'aimais beaucoup, intellectuellement, je trouvais ça chouette. C'était en plus mes premières années, alors c'était un peu dur en termes de temps, mais j'ai beaucoup aimé le switch de l'un à l'autre. Et quand je suis enfin arrivé en entreprise, j'avais toujours un peu le même schéma, c'est que je bossais énormément au début, parce qu'il y avait un facteur désorganisation du département finance. Et au bout de... alors les premières fois, c'est au bout de 6 mois, la deuxième fois au bout de 4 mois, la troisième fois au bout de 3 mois. En fait, à chaque fois, je faisais le gardien de nuit les premiers mois où j'arrivais. Et une fois que tout était cadré, en fait, il n'y avait plus grand-chose à faire, parce que la masse de travail qui était générée par la désorganisation. Donc une fois qu'on a des process qui fonctionnent bien, du personnel qui est formé, en fait, moi, je retournais dans ce mode de freelance où... je me lève pour que tu vois, mais je retournais dans ce mode où j'avais plus rien à faire et où le mardi, ma semaine était quasiment terminée. Et je connais plein de potes qui travaillent très efficacement aussi et qui finissent très rapidement leur temps. Donc j'étais dans un moment où je m'ennuyais, où je réfléchissais depuis très longtemps à re-switcher sur un mode freelance et je n'osais pas trop me lancer. Et j'ai eu de la chance, c'est que la société qui m'embauchait, qui me donnait un très beau salaire, a eu des grosses difficultés et m'ont proposé de virer quelqu'un de mon équipe. Et à ce moment-là, je leur ai proposé le switch de virez pas quelqu'un de mon équipe, gardons toute l'équipe parce que j'ai pas envie de refaire ces tâches, je passe en tant que freelance, je me lance et on divise mon coût entreprise par 2
et c'est ce que je vous facture. Donc moi, j'ai pu me lancer avec un client que je connaissais déjà, où tout roulait déjà avec du personnel qui était déjà formé, et j'ai pu me lancer comme ça. Le client, je l'ai gardé pendant 2 ans. Donc ça m'a fait un super filet sécurité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai commencé en étant freelance, je me suis rendu compte que c'est vachement compliqué d'avoir des clients. Et c'est là où j'ai rencontré mon associé adoré, enfin mes associés adorés. Et je me suis rendu compte qu'en fait, se mettre sous forme d'entreprise me prévenait du churn éventuel et d'avoir à récupérer des nouveaux clients. Puisque c'est le problème de la précarité du freelance, c'est qu'une fois que j'ai perdu mon client, je dois en retrouver un autre, sinon j'ai plus rien. Et en fait, je me suis retrouvé j'aime beaucoup ma situation de freelance, de pouvoir travailler pour les clients que je veux, choisir mes clients, beaucoup d'aspects de liberté que j'aimais beaucoup. Par contre, l'aspect aller chercher seul des clients et développer ma boîte, et toujours être obligé de travailler quoi qu'il arrive, parce que sinon, si je me pète la jambe, ça ne marche plus. C'est là où je me suis dit, j'ai une femme, je suis en train de créer une famille, peut-être un peu de sécurité, ça me va aussi. Et c'est comme ça que je suis repassé du côté freelance, en gardant l'aspect compétences, l'aspect où je switch avec beaucoup de clients, donc j'adore mon boulot, je trouve ça super intéressant et ça me le rend bien. Je m'épanouis professionnellement, mais par contre maintenant j'ai aussi une surcouche de sécurité qui est que petit à petit, je deviens un peu moins nécessaire dans la vie de l'entreprise auprès de mes clients et j'espère que je suis nécessaire dans la vie de la boîte. Et je pense qu'il n'y a pas blanc et noir. Ce qui est l'idéal, c'est quand on est employé, on peut commencer à devenir freelance en cherchant d'autres clients. Donc, c'est-à-dire qu'en Espagne, je crois jusqu'à 3 000 €, on peut facturer sans être autonome. Donc, le fait d'être salarié, c'est de se dire, est-ce que je peux avoir 5 ou 10 heures en plus par semaine pour avoir un deuxième client, pour avoir un deuxième bravo sur LinkedIn. Et donc, on peut, sur 1 an ou 2 ans, construire une carrière de freelance. C'est vrai, le difficile, c'est du jour au lendemain, apprendre la vente, apprendre sa marque personnelle, ce sont des choses qui sont super compliquées. C'est comme un mini-entrepreneur qui doit faire sa propre entreprise. Moi, je conseillerais vraiment, si vous êtes employé, de lancer une carrière de freelance en 2 ans, petit à petit, quoi. Bonjour, petite question. Dans le freelancing, ce qui est génial, c'est la flexibilité potentiellement des deux côtés, ce qui crée d'un certain côté pour le freelance de l'insécurité et de l'autre côté potentiellement peut-être un surcoût pour l'entreprise. Ma question, c'est aujourd'hui toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire que j'ai entendu un super freelance expert en 3 jours fait le boulot de peut-être un salarié bien mais sans plus en 5 jours, mais on va dire pour la même personne, ou plutôt je vais poser la question différemment. Quand vous avez des freelances qui repassent côté entreprise, quelle baisse de rémunération potentielle acceptent-ils? Quel est le surcoût, en gros, de cette flexibilité pour l'entreprise? Je vais passer après mes collègues, mais je crois que ça dépend beaucoup de la philosophie de l'entreprise. Nous, nos freelancers, ils avaient des vacances qui étaient payées. Donc nous, on faisait attention à ce que toutes les personnes d'équipe qui aient un type de contrat ou l'autre avaient les mêmes droits sociaux. Donc après, ça va dépendre de chaque entreprise, comment il veut traiter ses freelancers. Moi, j'allais répondre à la même chose. C'est que, alors pour le coup, nous, on ne traite pas beaucoup de freelance. Par contre, on gère certaines entreprises qui font appel à des freelances. Alors il y a différents modèles, mais j'ai du freelance, du portage salarial. Et en fait, il y a des pays où les personnes ne veulent pas être embauchées ni en portage salarial, ni embauchées tout court. Et c'est vrai que moi, j'ai fait, dans le cadre de mes missions, on a fait des règlements intérieurs et des politiques de congés payés pour chaque catégorie. Et effectivement, les freelances aussi, ils ont des congés payés, comme s'ils étaient. Ça va dépendre de ce que chacun veut faire. Je pense au cas par cas. Mais c'est peut-être des exceptions. C'est peut-être des exceptions ce qu'on a vu. Moi, j'ajouterais juste, je vais vous partager une expérience concrète sur cette bascule. On avait placé chez une start-up un freelance qui était dans le métier du growth et il était tellement bon et il y a eu un fit puisqu'il a adoré l'expérience dans la boîte que cette même boîte qui était en phase de nouvelle levée de fonds lui a proposé tout simplement un CDI mais qui était hyper bien rémunéré avec un package de BSPCE, avec un côté travail hybride, chaque semaine team building dans des châteaux, dans des trucs sympas. Et il avait accepté. Et nous, de toute façon, typiquement, dans notre modèle chez Matthias, on a, comme je dis souvent, on est une sorte de location avec option d'achat.
pour faire simple. Donc, c'est typiquement, on encourage les clients à avoir une dynamique où s'ils veulent recruter, qu'ils proposent. Et derrière, on fonctionne comme un cabinet RH avec nos fees qui sont de 15%, et puis tout le monde est content. Donc, pour moi, c'est plus une question d'incentive et qu'est-ce qu'on offre au-delà du salaire. Et il y a beaucoup de freelances qui reviennent aux salariés. On en parle moins parce qu'en ce moment, c'est un peu la hype. Ça peut être un sujet de rapport de force aussi, c'est-à-dire que tu arrives, tu es en mode free, l'entreprise, et ça ne tombe pas nécessairement à ce que tu restes longtemps. Et puis le freelance, il s'avère qu'il est très bon. L'employeur, il voit cette valeur ajoutée, ce qu'il peut amener. Ça permet d'être sûr que aussi le scope de son arrivée dans le poste long terme, il est mieux maîtrisé, parce qu'on se voit beaucoup aussi dans les recrutements. Je voulais un CMO, un Head of Growth comme ça, mais en fait non, ma boîte elle est quand même comme ça. Donc voilà, c'est aussi une réalité qui existe. Et donc pour moi, la question, c'est une question d'incentive. J'imagine que vous connaissez les fameuses ESN, SS2I, agences d'intérim cadre. Alors moi, je suis une ancienne de ce monde-là. Et finalement, tout ce que vous décrivez, c'est mon ancien monde, mais avec plein de paillettes, plein de trucs tech, start-up qui ont un peu retourné la tendance. Et finalement, comment vous allez faire pour ne pas vous retrouver avec cette mauvaise réputation? Alors en plus, en France, ESN, enfin SS2I à l'époque, c'était les bouchers, hein. Il y avait les grosses, les petites et moyennes. À la fin, c'était toujours la même chose. Comment vous faites pour ne pas vous retrouver dans cette situation où, à la fin, ça se retourne contre votre image, en fait? Parce que là, en ce moment, c'est hyper mode, mais ça reste un effet de mode, quoi. Alors moi là-dessus, je peux répondre parce que j'ai travaillé dans ce genre de boîte aussi. Donc je viens de là et non, mais j'ai travaillé dans une boîte qui était un marchand de viande. J'étais au contrôle de gestion de la boîte. On a monté des shared service centers au Vietnam, à l'île Maurice et à Bucarest, si je me rappelle bien. Donc je connais très très bien et on vendait de la viande du consultant. Je peux que parler pour la boîte que j'ai créée. Bon, déjà, d'une part, j'avais quand même la volonté avec Seb de ne pas faire du tout ça et de s'en éloigner. Et après, derrière, je pense que la différence fondamentale qu'on va avoir, mais je pense que ça va se retrouver un peu partout, c'est que dans l'organisation que j'ai montrée, ce n'est pas un manager qui n'est pas un opérationnel, c'est que les managers ici sont des opérationnels et gèrent les missions. À la différence des ESN, où ça va être, on connaît très bien le modèle, des petits jeunes sortis d'école, on leur met un costard et on leur dit d'appeler des clients et de gérer des consultants, et les consultants, ils passent à peine par la boîte, ils vont directement chez le client. Donc nous, ce qu'on a fait comme choix, c'est d'avoir des personnes qu'on embauche, qu'on met à côté de nous. On a pris des bureaux qui sont assez sympas et l'idée, c'est de les former, de les avoir toujours à côté de nous pour avoir un contrôle de la qualité. Et du coup, ce qui fait qu'on est proche de nos clients et que le manager, il est aussi opérationnel. Après, comment on va réussir à scaler ça, c'est ça l'enjeu, parce qu'on est toujours obligé d'avoir des managers qui sont des CFO expérimentés, qui sont aussi capables d'avoir la double compétence technique et managériale. Donc c'est ça aussi pour ma boîte, c'est ça le défi. Mais ouais, je connais très bien et je vois très bien de quoi tu parles. Moi, je poserais la question à l'envers. Pourquoi est-ce qu'une personne en dehors de la France serait moins bonne ou moins... On a une start-up, on a un budget limité, j'ai 2 000 € pour un développeur, je lève la main. Qui dans le monde est intéressé à travailler pour moi pour 2 000 €? J'en ai 3, je prends le meilleur, il est super content. De ce côté-là, je ne vois pas vraiment où est le problème quand on travaille en dehors des frontières. Ah non ? Le modèle ESN est un petit peu différent dans le sens où tu vas prendre beaucoup de profils juniors que tu vas survendre sur des projets au forfait. Donc, c'est encore une autre façon de faire les choses. Alors, juste pour rebondir, si je peux me permettre, typiquement, la caractéristique qui est très différente des ESN, c'est que nous, on concentre des seniors. C'est qu'il n'y a pas de juniors. Nos clients, quand ils viennent nous voir, ils ne viennent pas voir des juniors. D'ailleurs, en fait, tout ce qui est en dessous de 2 ans, ils ne rentrent pas dans la plateforme. C'est une plateforme typiquement sélective. Il y a aussi une notion qui est, on peut dire le terme décentralisé, dans le sens où nous, ce n'est pas nos chefs de projet, ce n'est pas nous qui lidons la mission. Peut-être on a une petite différence effectivement avec Iter, et c'est pour ça qu'on s'appuie sur des modèles de squad. Le squad, c'est quoi? C'est 2-3 freelances qui
travaillent ensemble, mais ils ont une caractéristique, souvent, c'est qu'un de ces 3 freelances va avoir un peu plus de leadership et meilleur closer et meilleur sales. Et donc, typiquement, il devient un peu, en quelque sorte, une mini-agence ou une mini-entité qui est très forte à s'autogérer et à driver de la valeur chez le client. Donc, pour répondre simplement, grosse divergence en termes de seniorité, puisque plus tu es senior, évidemment, plus on s'attend à que tu t'autogères. Et aussi cet appui sur le format d'équipe, de collectif, de squad, qui donne un peu plus de puissance, puisque typiquement chez Mathias, on n'est pas obligé d'aller recruter des chefs de projet ou des gens qui vont... Voilà, ils se gèrent et du moment qu'on les a sélectionnés, tout se passera bien. Mais du coup, tu les coaches avant les entretiens pour être sûr que ça passe? Voilà, c'est le seul moment, comme je disais tout à l'heure, où pour certains, parce qu'il y en a des très bons, tu vois, tu le mets en contact client, il s'autogère, c'est limite lui, il t'apprend ce que c'est que la vente. Pour certains, on le sent, parce que typiquement, quand on les onboard, ils ont souvent 3 étapes d'onboarding où on essaie, dans un entretien spécifique, de détecter s'ils ont cette fibre, s'ils savent se vendre, ou bien s'ils se posent trop de questions. Ah, mais tu penses que mon TGM à 500, est-ce qu'il est bien? Ah, machin, versus quelqu'un, écoute, je suis à 700, c'est comme ça, est-ce que tu as des missions pour moi? C'est ce genre de petites choses qui fait qu'on arrive un petit peu à savoir en tout cas si ça le fait. Mais oui, là où on intervient vraiment, c'est cette phase d'approche primaire avec le client pour certains, et globalement, voilà, ça se passe bien après. Non, j'avais une petite question pour Benjamin en fait. Parce que tu as parlé de gérer la boîte, mais tu as parlé de la charge que ça représentait, mais pas du côté commercial du coup. Comment vous avez démarré? En fait, ma curiosité, c'est ce que les free seniors qui rentrent dans votre boîte ramènent des clients? Comment ça se passe? Non, alors nous, dans notre cas, c'est le boulot de prospection, on l'a laissé au niveau associé pour Seb et moi, et les personnes qui rentrent, qui sont un peu plus juniors, on essaie de faire en sorte qu'ils se concentrent sur la partie opération. Et c'est justement dans le développement de la société où on a eu pas mal de difficultés au tout début à jongler avec tout, parce qu'on était, quand on a commencé, on était CFO, senior, junior, vendeur, donc ça faisait beaucoup de casquettes. Et en fait, dès qu'on a réussi à développer et à avoir différents stades de management, on a laissé justement cette partie opération pure aux personnes qui sont donc seniors et juniors. Et nous, on se dédie on a encore une partie opérationnelle où on lead de la mission et on essaie de dégager le plus de temps possible pour pouvoir faire la partie justement sales, développement commercial, marketing. Mais ouais, avant de passer, c'est vrai que c'est le gros enjeu de ces organisations-là, c'est quand même le sales, parce que c'est pas naturel pour un CFO de vendre son service. Et non, mais c'est le gros enjeu qui fait que tu peux rester que freelance ou que tu arrives à développer, c'est effectivement d'arriver à avoir un pipe qui se génère, qui est bien traité et qui est effectivement pas le boulot au départ d'un directeur financier à temps partagé. Donc, gros sujet là-dessus. Ouais, à voir. J'ai cru que tu avais posé une question. Non, tant mieux. Merci beaucoup, monsieur.